Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, c'est la journée du refus de l'échec scolaire et à cette occasion, zoom sur un lieu à part qui permet aux décrocheurs de raccrocher les écoles de la deuxième chance. On va en parler avec l'invité du Grand Oral, Jean Serror. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est une étude qui prétend que la population mondiale va diminuer de moitié d'ici 2100. L'Organisation des Nations Unies affirme l'inverse. Comment analyser la démographie? Eh bien, c'est ce que les élèves apprennent en cours de géographie. Emma vous dira tout. Elle vous dira tout également à l'heure de la récré, mais je ne sais absolument pas sur quel sujet parce qu'elle est entrée dans le studio. Elle m'a marmonné une espèce d'histoire de hamster mangé par un chat. J'ai rien compris. J'espère qu'elle lèvera le mystère. Et puis rendez-vous enfin avec Marie-Olivier et son cours particulier d'école de la deuxième chance. Il sera également question, mais cette fois en Éthiopie. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti. Grand Oral. C'est aujourd'hui la journée du refus de l'échec scolaire, 15e édition de cette manifestation créée par l'AFEV. Le thème, décrocher un apprentissage, le meilleur moyen de raccrocher. Alors on a justement choisi dans la quotidienne de zoomer sur celles et ceux qui ont décroché et qui raccrochent en apprenant un métier. On va le faire autour d'un dispositif dont l'efficacité est prouvé, c'est celui des écoles de la deuxième chance avec Jean Serror qui dirige des écoles dans le Val-de-Marne. Jean, bonjour. Alors on dit bien école de la deuxième chance et pas de la seconde. C'est pas la dernière chance. Voilà, parce que on fait un petit cours de grammaire en même temps. Hein, quand on dit seconde, c'est qu'il n'y a pas de troisième, quoi. Donc une deuxième chance. Vous-même, avant de décrire, hein, c'est un peu une deuxième chance. Cette carrière, hein, vous étiez historien au début, journaliste. J'étais journaliste, ouais. J'ai fait une carrière de journaliste pendant 15 ans. J'ai aussi beaucoup d'implications dans l'éducation populaire. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu... Et qu'est-ce qui vous donne envie à un moment donné d'abandonner ce très beau métier de journaliste? L'envie de transmettre et puis d'avoir un métier au service des autres, de l'éducation et de la réussite surtout. Il y a, dans l'éducation populaire, on voit souvent les jeunes qui sont laissés sur le côté de la route, qui n'ont pas pu s'adapter, qui sont sortis de l'école, qui ont été en échec. Et j'étais convaincu que ce n'est pas une fatalité, l'échec scolaire, au contraire, et que quand on sort de la ligne droite des cursus scolaires qui sont généralement proposés par l'éducation nationale, il peut se passer des choses. Voilà, il peut se passer des choses. Alors vous-même, on peut réussir. Je disais deuxième chance, mais c'est une chance que vous vous êtes donnée. Vous n'étiez pas en situation de décrochage du tout. Là, la grande différence, c'est que vous avez affaire à des élèves en situation de rupture. Si on essaye de faire le portrait robot des écoles de la deuxième chance, c'est 15 000 jeunes accueillis chaque année. 15 000 jeunes, un peu plus, oui, 15 200 jeunes accueillis chaque année. Ils sont âgés de 16 ans minimum. Entre 16 ans et 25 ans. Ils ont, en moyenne, c'est 20 ans d'âge moyen, à peu près à équivalence de jeunes femmes et de jeunes hommes. Et c'est des jeunes qui ont quitté l'école souvent, pour la grande majorité, entre la fin du collège et le début du secondaire, souvent dans une voie... Ce sont des NEET, comme on dit dans le jargon des organisations internationales. Au moment où ils arrivent chez nous, ils font Not in Education, ni en emploi, ni en formation. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Et donc effectivement, quand ils sont chez nous, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'ils ont quitté l'école. Parfois, ils ont tenté de travailler, mais souvent dans des petits boulots, des jobs. Et faute de formation, ça c'est rarement... Voilà, ça se conclut. Et souvent, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont vécu, cherché à trouver des solutions, se sont cherchés eux-mêmes. Et puis, ils nous rencontrent et c'est l'occasion de se dire, non, en fait, vous n'avez pas rien, vous ne savez pas rien et vous avez la capacité de réussir. Et en quelques mois, en moyenne, je crois, 7 mois... Oui, 6-8 mois, c'est... Ouais, voilà. Bon, on va raconter tout ça, hein. Il faut à la fois se reconstruire, parce que souvent, il y a un boulot perso à faire qui est assez conséquent. Et, alors, réussir, vous dites, quand on regarde sur le site internet, 64% de réussite. C'est quoi réussite ? Réussite, c'est d'abord avoir repris confiance en soi, savoir ce qu'on vaut et ce qu'on a envie de faire, et avoir trouvé une suite dans sa vie personnelle et sociale et professionnelle qui fasse du sens. Donc concrètement, après, ça se traduit par quoi ? Avoir trouvé un métier et trouver un emploi dans le métier qu'on veut, ou être rentré dans une formation qualifiante ou en alternance dans l'orientation professionnelle qu'on a choisie. Donc c'est une école, l'école de la deuxième chance, les écoles, hein, puisqu'il y en a une cinquantaine en France réparties sur 135 sites. Et ça fait 139 sites, oui. Voilà, ça fait 139 sites. C'est une école qui ne délivre pas de diplôme. Vous êtes comme un centre d'orientation, tremplin. Passerelle, on peut trouver tous les mots, un endroit où on rebondit, où on reprend confiance. On ne délivre pas de diplôme, mais on attache beaucoup d'importance à la validation, au développement et à la validation. Est-ce qu'ils aillent chercher quelque chose de solide ? Et donc on leur délivre une attestation de compétences acquises qui n'est pas un diplôme puisqu'elle est différente pour chacun, mais pour chacun, pour des jeunes qui disaient « je sais rien en arrivant », ils sont capables de dire et de le prouver qu'ils ont un certain nombre de compétences, d'aptitudes et de connaissances à la sortie. Dans les conditions d'entrée, vous dites la motivation, mais au début, ils ne sont pas tous si motivés que ça quand ils vous rejoignent. En réalité, si. C'est vrai. En réalité, quand ils viennent chez nous, c'est parce que justement,
ils ont envie de prendre un autre chemin, de se reconstruire, d'avancer. Donc ils ont cette très Parce qu'ils vous sont adressés par les missions locales, tous les tout le réseau des acteurs qui s'occupent de ces jeunes. Aussi, les éducateurs, les travailleurs sociaux, les centres sociaux, tous ceux qui ont l'occasion de les croiser. Puis il y en a un certain nombre qui viennent d'eux-mêmes parce qu'ils ont entendu parler de nous, par un ancien qui est passé dans l'école, par des parents, par des amis. Mais ils viennent avec cette volonté de réussir, en fait, de se dire, je suis dans une impasse et je veux m'en sortir. Et ça, c'est un levier très puissant en réalité. On va en parler évidemment. 91% d'entre eux n'ont pas de BEP ou de CAP validé, 89% n'ont pas d'expérience professionnelle et pourtant au terme de leur passage dans une école de la deuxième chance, les 2/3 vont trouver une forme d'insertion et on va continuer à en parler avec Jean Serror. Jean, si vous voulez bien, c'est juste après l'anti-sèche des Maguessel. C'est pas vraiment les anti-sèches. C'est le nom de la rubrique dans laquelle on regarde comment l'actualité résonne dans les programmes. Emma, bonjour. Bonjour. Et l'actualité que vous nous avez dénichée, c'est cette étude publiée par un économiste de la banque HSBC. La population mondiale, selon lui, risque de diminuer de moitié d'ici à 2100. Or, les prévisions de l'Organisation des Nations Unies sont extrêmement différentes. Que se passe-t-il, Emma ? Selon Qui croire ? Voilà, c'est le contraire. Parce qu'en fait, pour l'ONU, la population devrait atteindre 10,4 milliards de personnes en 2100. Alors, qui croire exactement ? C'est très compliqué parce qu'on ne peut pas vraiment prévoir aujourd'hui la démographie à suivre puisqu'il y a notamment le dérèglement climatique. Qui va avoir un impact. Voilà, il y a d'ailleurs un très très bon article dans le journal des enfants pour comprendre tous les enjeux liés à la démographie. Serons-nous 2 fois moins nombreux en 2100 ? C'est le titre de l'article. Absolument. Démographie que le JDE définit de façon hyper claire pour les enfants, c'est la science qui étudie la population humaine. Elle s'intéresse au nombre d'habitants, à leur âge, à leurs conditions de vie, au nombre de naissances et de décès. En comparant ces chiffres selon les pays et les époques, les démographes tentent de prévoir l'évolution de la population mondiale. Et ça, c'est extrêmement parlant pour les élèves, puisqu'il est question de démographie en cours de géo. Mais oui, dès le collège, cette question de la démographie arrive avec des exemples très concrets pour bien comprendre les disparités de population selon les territoires. Par exemple, on entend déjà forcément parler de la Chine. C'est le pays le plus peuplé du monde avec 1,4 milliard de personnes. Dans les années 70, le boom démographique était tel que la Chine avait même dû recourir la politique de l'enfant unique. Absolument, ce contrôle des naissances. Sauf que depuis, ça a tellement bien fonctionné qu'il y a une chute démographique très nette, alors que dans le même temps, la population est de plus en plus vieillissante et ça ne devrait pas s'arranger avec le temps. Regardez, on le voit très bien sur ce schéma que je vous ai tiré d'un manuel de géographie de première. Vous avez révisé super sérieusement. Vraiment. Donc on étudie vraiment ça en géographie. Donc ça, c'est en première. Et ça pose problème justement en Chine, cette population vieillissante, parce que ça veut dire qu'il y a une réduction de la population d'âge actif et donc que le pays est moins attractif, alors même qu'il y a de plus en plus d'habitants. Mais alors, qu'est-ce qui fait dire à cet économiste de la HSBC qu'il va se passer l'inverse et que la population va décliner ? Parce que pour le moment, il y a toujours plus de naissances que de décès, mais les démographes disent que ça pourrait évoluer plus vite que prévu et s'inverser dès 2080. Et surtout, cette baisse du taux de fécondité dont je vous parlais pour la Chine, elle est valable pour tous les pays développés. Pourquoi ? Déjà parce que les femmes retardent l'arrivée d'un enfant, parce qu'elles travaillent. Il y a aujourd'hui aussi un meilleur accès aux soins, à l'éducation, à la contraception. Et puis avec le Covid, et puis là l'inflation, les femmes retardent l'arrivée d'un enfant parce qu'il y a cette peur de l'avenir. Là, vous nous parlez des pays développés, mais malheureusement, tous les pays n'en sont pas au même stade de développement. J'imagine que ce n'est pas vrai partout. Non, par exemple, dans de nombreux États africains, la population augmente et elle est jeune. Et d'ailleurs, selon les démographes, plus de la moitié de la population africaine aura moins de 25 ans en 2050. Et voilà, tout cela, on le voit en cours de géo, mais pas que. Les programmes d'enseignement scientifique y consacrent également tout un chapitre. On y parle de variation linéaire et exponentielle de population. Ça, j'y connais rien. Si exponentielle, on a révisé avec le Covid, avec les taux de contamination. C'est le truc qui fait que... Voilà, c'est le truc qui fait que... C'est ça. Oui, bon, ça va. Voilà. Mais en tout cas, c'est assez malin parce qu'on prend vraiment un exemple concret à étudier. Vous avez encore une petite info sur la démographie. Et oui, est-ce que vous savez quel est le pays qui concentre le plus d'habitants au mètre carré ? Ça, c'est le truc, c'est super sympa, on va demander à Jean. Moi, je pensais que c'était la Chine. Et en non, parce que vu la taille au kilomètre carré, c'est forcément un tout petit pays. C'est forcément Monaco. Oui, voilà, c'est ça. C'est Monaco, le Vatican, 28 955 habitants au kilomètre carré. Pas mal. Emma, merci beaucoup. Merci. On se retrouve pour la récré tout à l'heure. Vous avez retrouvé vos esprits ? J'ai retrouvé mes esprits. Ok, super. Non, mais pour la récré, je parle. Oui. Vous les avez, vos esprits. Vous allez voir. J'ai pas trop pu me préparer. Vous allez comprendre. Je sens ça. Jean Serror, la suite du Grand Oral dans la quotidienne.
Vous citez le journal des enfants, moi j'ai lu Midi Libre. J'ai complètement décroché, confie Philippe, d'une voix que Midi Libre qualifie de fluette. Victime de harcèlement scolaire, ce jeune Perpignanais a dû arrêter l'école au niveau CAP. J'étais détruit, je me disais que tout était fini pour moi, j'ai touché le fond. S'ensuit alors une année entière à rester cloîtré dans sa chambre, à jouer aux jeux vidéo. Puis il rencontre une école de la deuxième chance et là, il s'en sort. Des récits de ce genre, il y en a des milliers chaque année dans les écoles de la deuxième chance. Et en cette journée de refus de l'échec scolaire, on a choisi d'en parler avec vous, Jean Serror, qui dirigeait des écoles de la deuxième chance. Quelles sont les étapes alors je ne sais pas s'il faut dire de cette reconstruction ou de cette construction pour ces jeunes gens, pour ces décrocheurs? La toute première, c'est d'arriver chez nous en réalité. C'est déjà avoir fait cet effort, avoir rencontré des formateurs, être reçu en entretien, avoir l'impression d'avoir passé une sélection, mais en réalité juste d'avoir fait l'effort d'ouvrir la porte et de passer la porte. Et ensuite, il y a tout un temps d'abord d'intégration progressive, de bilan de compétences, on peut dire. On fait avec eux faire le point sur ses acquis précédents, ce qu'on a appris de son expérience, de sa scolarité. Et puis, à partir de ça, on établit un programme pour chacun individuel. Qui sera individualisé. Qui sera complètement individualisé. 15 000, un peu plus de 15 000 jeunes, il y a 15 000 programmes. Voilà, extraordinaire. Il y a néanmoins un socle commun autour des compétences de base. L'enjeu, c'est les compétences clés qui sont nécessaires. Voilà, c'est sur ça qu'on fait les positionnements pour les jeunes quand ils arrivent. Et puis aussi, la clé, c'est de savoir vers où ils veulent aller. Et notamment vers leur orientation, vers quel métier, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. Parce que souvent, ils viennent chez nous en disant, en fait, je ne sais pas quoi faire. Ils ont testé des choses à l'école qui n'ont pas fonctionné. Et c'est souvent lié à une orientation mal vécue qui ne leur correspondait pas. C'est ça qui les a conduits au décrochage souvent. Orientation mal vécue ou inadaptation aux pédagogies qui étaient pratiquées au collège ou au lycée, etc. Et vous-même, vous travaillez, c'est un festival de pédagogie, les écoles à la deuxième chance, en fait. Vous adaptez beaucoup, pédagogie active, pédagogie de contrat, responsabilisation. Tout ce qui fonctionne, en fait. Tout ce qui... Non, mais en fait, il n'y a pas de pédagogie. Il vient de dire quand même super poliment que tout ce qui fonctionne, c'est pas ce qui se fait au collège. Mais bon. Non, ça peut fonctionner, mais ça fonctionne pas pour tous. Et donc, en fait, on est obligé de varier les modèles pédagogiques et surtout de s'adapter à chacun. Et c'est le sens même de l'individualisation des parcours. On n'a pas de dogme pédagogique. On pense quand même qu'il faut prendre à chacun le temps qu'il faut pour progresser et pas lui imposer un rythme de progression uniforme. Il faut plutôt apprendre en faisant. Et pas être passif dans ses apprentissages, mais plutôt actif. Et donc, entre pédagogie active et rythme individualisé et programme individualisé, après, on peut faire du projet, on peut faire aussi des cours. On a le droit de faire des dictées dans une école de la deuxième chance, mais on sait pourquoi on l'a fait. Et quand on ne réussit pas, on sait on trace le chemin de la progression. Et on n'a pas une mauvaise note. Et donc, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de cours et il n'y a pas de notes. Qui sont les profs d'ailleurs? C'est des formateurs, c'est plutôt des profils de formateurs pour adultes, parce que la clé aussi, c'est que les jeunes qui arrivent chez nous, ce sont des adultes qu'on considère comme de futurs salariés ou acteurs de la vie, même s'ils ont 16 ans, économique. On les traite en adultes. Même s'ils ont 16 ans. Et d'ailleurs, on s'arrange pour avoir des groupes qui soient mixtes, évidemment entre hommes et femmes, mais aussi avoir des diversités d'âge et donc des diversités d'expériences qui sont très utiles en termes de coopération. Grand sœur ou petit ou oui, alors c'est pas forcément grand sœur et grand frère, mais mutuel. Voilà, c'est ça. Chacun arrive avec ses difficultés, mais ce qu'ils partagent tous, c'est l'envie de réussir. Et quand ils arrivent chez nous, la certitude ou la conviction qu'ils savent pas grand-chose, et très rapidement, qu'ils sont en capacité de reprendre confiance en eux. Et une des clés, c'est aussi le lien avec le monde de l'entreprise et le monde économique, parce que c'est une confrontation à la réalité qui les inquiète beaucoup au départ, mais qui très vite se transforme en bonne expérience positive pour eux. Mais Jean Serror, je rebondis sur ce mot de confiance. La confiance, ça ne se décrète pas, ça se construit. Ça se construit par des expériences positives. C'est ça. Donc des expériences positives dans les apprentissages, parce qu'on n'est jamais dans une situation où on est perdu au fond de la classe à ne pas avoir compris. Comme le programme est adapté, les formateurs viennent vérifier, proposent des évaluations régulièrement. Et quand il y a une difficulté, on s'arrête dessus et on ne la contourne pas. C'est une occasion de progresser. Et quand ça ne marche pas, parce qu'il arrive que ça ne marche pas, pourquoi? C'est parce que ce sont des jeunes qui sont vraiment, d'abord qui ont des problèmes personnels tellement envahissants que finalement ça ne relève pas de vous, il faudrait qu'il y ait quelque chose de préalable. Ce que décrivent pas les statistiques, les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est que c'est la situation sociale de beaucoup de jeunes, et c'est beaucoup de jeunes qui sont issus de milieux en grande difficulté, très précarisés, et donc ils peuvent cumuler tout un tas de difficultés sociales, personnelles, professionnelles, de logement, de santé. Question de santé mentale aussi, j'imagine. Et parfois le passage chez nous, et le fait de cet accompagnement très individualisé avec un formateur référent, est l'occasion de révéler des problématiques qui n'avaient pas été bien vues ou pas bien pris en compte, et de les réorienter vers d'autres situations ou d'autres dispositifs qui sont mieux adaptés à leur situation.
Le risque de pauvreté des jeunes de 15 à 29 ans s'élève à 20,5% contre 16,8% pour l'ensemble de la population. Ce sont des statistiques Eurostat. Ceux qui n'ont ni diplôme ni qualification sont en première ligne. Alors comment leur donner une deuxième chance? C'est ce dont on continuera à parler dans quelques minutes à travers l'exemple des écoles de la deuxième chance avec Jean Serror, mais ce sera juste après la récré. Vous avez supprimé les notes, vous avez supprimé la récré aussi? Aussi. Oh là 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 là, nous on garde la récré. Hein. Les notes, s'organise, c'est un endroit, c'est un lieu de vie, une école de la deuxième chance, donc il y a des pauses, des temps de regroupement, donc il n'y a pas besoin de récré. Extraordinaire, nous on a besoin. Récré. Pris vos esprits, c'est parti. Bonjour de nouveau Emma, rebonjour. C'est parti. En fait, il n'y a pas de récré aujourd'hui puisque j'ai pas eu le temps de la faire. J'ai pas eu le temps de la faire, mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai une très bonne excuse. Votre truc de hamster? Mais oui, parce qu'en fait, j'ai perdu mon hamster cette nuit, donc j'ai cherché partout. Je l'ai pas retrouvé, et en fait, c'est le chat qui me l'a ramené, il l'avait mangé, donc ensuite j'étais triste, donc j'ai pas pu faire l'heure de la récré. J'étais trop mal. Ouais. Non, je rigole. Donc, déjà parce que j'ai pas de chat, et ensuite parce que ce que je viens de vous dire, c'est une excuse d'une maman pour justifier l'absence de son enfant à l'école. Si, franchement, c'est des anecdotes géniales, toutes réunies dans un livre écrit par un ancien directeur d'école et ancien prof, Patrice Romain. Le livre s'appelle Mots d'excuses, publié aux éditions du Cherche Midi. Et alors, franchement, il y a des pépites. Déjà, celle du hamster, elle est pas mal. Ouais. J'en ai d'autres. Monsieur Coupe du Monde au collège, mon fils a choisi, je vais y arriver. Merci de l'excuser pour les 2 dernières semaines. Mais papa, on avait dit que tu faisais pas ce mot d'excuse. Ça aurait pu être vous. Enfin, ils l'ont retrouvé. Ça aurait pu être vous. Ah ouais. Ah ouais, bon, très gonflé, mais donc encore plus drôle. Il y a aussi celle où ça a failli être très dangereux. Vraiment archi désolée pour l'absence d'hier à Virginie, mais j'ai confondu ses médicaments avec mes somnifères. Encore désolée et pardon, ça ne se reproduira plus. Elle n'a plus son traitement. D'accord. Et jamais les parents disent la vérité? Alors, si, il y a des parents qui ont choisi d'être sincères. Crise de flemme aiguë, c'était très contagieux. Nous avons pensé aux autres élèves. 9 ont échappé à l'épidémie. Merci de votre compréhension. Ok. Attention. Alors, il y a des plus courtes, exceptionnelles. Je vous les lis rapidement. Ma fille était en retard parce que son professeur était à l'heure, pour une fois. J'excuse en retard. On commence à faire des amis. Voilà, exactement. J'excuse en retard le retard de mon fils. Cette famille. Pas mal. Je refuse que vous refusiez de laisser Myriam sortir à 16h car c'est ma fille et pas la vôtre. Pas mal. Pas mal non plus. Et le meilleur mot qui s'achève avec ce post-scriptum, publication autorisée dans le prochain livre de Monsieur Romain, parce qu'en fait c'est son 3e tome, il en a déjà fait 2 des pires mots d'excuses, et c'est toujours aussi fabuleux, et ce qu'il explique, c'est que ce qu'il touche, c'est la mauvaise foi et la ferveur vraiment dont font preuve les parents pour défendre à tout prix leurs enfants. Et ouais, mais si c'est des vrais mots d'excuses, et s'il existe vraiment Monsieur Romain, ça peut faire un concours, enfin je sais pas. Ah oui, non, si vous avez vos enfants chez vous, vous faites exprès de faire n'importe quoi pour vous trouver dans le bouquin. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, pourquoi pas. Et ben voilà, j'ai enfin compris. Voilà. C'est pas passé du tout votre truc de hamster. Hein. On en parlera. Vous passerez au bureau avant la fin de la journée. Bon, je suis très triste. Je les mets tant. Vous voulez une deuxième chance? Oui. Allez, on va vous la donner. Jean Serror, grand oral. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, 12,9% des jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Le Covid-19 et la crise économique ont touché de plein fouet les jeunes et leur entrée dans le monde des métiers. Je précise que la part de ces jeunes, donc qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, elle a augmenté de 1,1 point en 2020 selon l'INSEE. Et ils sont au cœur de vos efforts, Jean Serror, et des efforts en règle générale des écoles de la deuxième chance. À l'origine de ces écoles, il y a un livre blanc qui sort en 1997, je pense, et qui est signé Édith Cresson. Oui, c'est ça, c'est 95 le livre blanc et 97 la première école à Marseille, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Oui, c'est une étude. Et c'est une idée européenne. Oui, tout à fait. Édith Cresson elle était commissaire à la formation et elle avait fait une étude prospective sur ce que seraient les besoins en termes de formation, avec l'idée que la question de la formation, de la connaissance, des compétences deviendrait essentielle pour l'accès au monde économique et au monde du travail. Et d'ailleurs, cette idée, elle vient dans un chapitre, pardon, je vous coupe, mais qui était lutter contre l'exclusion. Voilà. Et donc, on est vraiment clairement là-dessus. Un constat qui est, dans tous les pays européens, il y a un certain nombre de jeunes qui sortent du système scolaire sans avoir acquis les fondamentaux et qui sont qui se retrouvent exclus très vite de la capacité d'accéder au cœur de la société et au monde du travail. Et donc il fallait trouver une autre modalité pour leur permettre de raccrocher et de revenir au centre de la société, d'où l'idée de deuxième chance et donc
d'école de la deuxième chance. Et donc elle a lancé un appel à projet en Europe, il y a plusieurs villes qui ont répondu, dont Marseille en France, qui a créé la première, qui est ouverte fin 97. Et qui a fait plus d'une cinquantaine de petits depuis. Et qui posait les bases, apprendre autrement, s'adapter au rythme de chacun et le faire très en lien avec le monde économique et le monde du travail pour permettre aux jeunes de se confronter à la réalité et surtout de construire leur projet professionnel et de répondre à cette question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Vous parliez d'exclusion sociale, exclusion professionnelle, c'est évidemment fondamental. Il y a aussi une forme d'exclusion citoyenne. Vous les incitez aussi, enfin quand vous dites inclusion, quelque part, c'est aussi autour de ça, de la dimension, il y a des missions civiques, vous les encouragez à ça. Oui, voilà, on ne revient pas au cœur de la société sans se préoccuper et comprendre ce qui se passe autour de nous et reprendre confiance en soi, développer son expérience, se développer personnellement, c'est aussi participer à la société. Le travail, évidemment, et l'emploi, c'est la clé, mais le reste aussi est très important en termes d'engagement et d'élargissement de son réseau, de se reconnecter avec la vie sociale de la société dans laquelle on est. Donc des projets citoyens, des projets culturels, des projets sportifs, des partenariats avec des grandes associations pour mener des actions, des missions civiques. Voilà, il y a environ 100 000 jeunes qui sortent du système éducatif chaque année. C'est des chiffres sur lesquels à peu près tout le monde s'accorde. Vous en prenez 15 000. On peut dire que vous faites plus que votre part, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y en ait plus, puisque ça marche, dans les écoles de la deuxième chance? Une école secret, c'est l'article 1er de notre charte, le fondement de notre label, c'est que les acteurs du territoire se réunissent, identifient le besoin et réunissent les moyens. Donc ça veut dire qu'il y a des territoires, les régions décident d'ouvrir et donc financent ces écoles-là. Aujourd'hui, on en finance 55, ça fait 15 000 jeunes. C'est sûr que le droit à la deuxième chance n'est pas encore une réalité dans tous les territoires de France. On a beaucoup développé dans l'Est, sur l'Ouest du territoire. Il y a encore des progrès à faire. Ce qui ne veut pas dire que rien ne s'y fait et qu'il n'y a pas de... Bien sûr, il n'y a pas que les écoles populaire est très vivante là-bas. Il y a un tas de choses qui existent. Il y a des acteurs qui sont mobilisés sur le terrain, mais s'assurer que la deuxième chance soit un droit pour tous n'est pas encore acquis dans notre pays. Et très vraisemblablement, on pourrait accueillir 25 000 jeunes par an assez rapidement si les pouvoirs publics se réunissent sur chacun des territoires, parce qu'on ne crée pas une école par décision ça vient pas de Paris, de Paris, c'est parce que sur place, on a réuni les besoins des acteurs, etc. Et les acteurs de l'emploi, etc. Jean Serrand, j'ai une dernière question. On disait que ces écoles étaient nées d'une démarche européenne, en constatant que le problème n'était pas un problème spécifique à la France. Il y a un réseau international, comment ça fonctionne? On va parler tout à l'heure de l'Éthiopie, mais sans aller jusque-là. Alors il commence à y avoir d'autres réseaux, on est venu nous regarder, et surtout comment on a réussi à développer un réseau qui permette de développer les écoles et d'assurer même leur développement qualitatif. Donc il y a un réseau qui s'est développé en Espagne, qui est important. Il y a des réseaux qui commencent à exister aussi. J'ai vu Tunisie, Algérie. Etc. Et que plus de 26 000 jeunes de 9 pays bénéficiaient de ce dispositif. Voilà, c'est ça à peu près. Ouais. Et donc on a recréé aussi un réseau européen qui réunit l'ensemble des réseaux d'écoles de la deuxième chance qui existent en Europe. Super. Je vous emmène en Éthiopie, ça vous dit, pour une autre école de la deuxième chance. Emma, merci beaucoup. Pas d'excuses pour la prochaine, non? Non, promis, j'arrive. Ok, super. Marie-Olivier, cours particulier. Cours particulier, Marie-Olivier, Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On explore en France et dans le monde entier des formes pédagogiques différentes avec vous. Et aujourd'hui, vous allez continuer à nous parler d'école de la deuxième chance, mais cette fois en Éthiopie. Oui, en Éthiopie. Depuis maintenant 11 ans, des classes de la deuxième chance permettent à des enfants non scolarisés de 8 à 14 ans d'apprendre les bases de la lecture, de l'écriture et des maths, et ainsi de réintégrer le système scolaire classique. Alors, ce n'est pas tout à fait la même philosophie qu'ici, parce qu'il faut dire qu'en Éthiopie, comme dans d'autres pays de la région, le taux de scolarisation n'est pas très élevé. C'est vrai, mais il y a eu de grands progrès depuis quelques années, puisqu'en 2000, 60% des élèves en âge d'aller à l'école primaire n'y allaient pas. Et aujourd'hui, il n'y en a plus que 14%, ce qui représente tout de même 2,2 millions d'enfants. Donc comment on explique à la fois cette amélioration et ce 14% qui reste très important? L'amélioration, on l'explique parce que le gouvernement éthiopien consacre presque un tiers de ses dépenses totales à l'éducation. Donc c'est un axe vraiment sur lequel l'accent est mis et qui explique ces progrès. Il met aussi en place des politiques, dont la loi sur l'interdiction du travail des enfants avant 14 ans. Pourtant, dans les familles les plus démunies, certains enfants continuent à travailler pour garder le bétail ou rapporter à manger à la maison. Donc la pauvreté qui est une barrière, le travail des enfants en est un autre. Il y a encore des barrières supplémentaires? Oui, évidemment, tout ça est lié, mais selon les dernières données de la Banque mondiale, la proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté en Éthiopie est de 24%. Et donc, il existe d'autres barrières à l'apprentissage, comme l'orphelinat, le handicap ou encore l'environnement dans lequel les enfants évoluent. Et alors, je crois justement, d'ailleurs, parce que vous me l'expliquez, que ces écoles de la deuxième chance sur place, elles s'appuient
s'appuient fortement sur l'environnement, en particulier sur le foyer. Oui, c'est ça. Pour développer. Ouais. Exactement, elles impliquent en particulier les mères, donc les mamans, pour les sensibiliser à l'importance de l'éducation de leurs enfants. Par exemple, Geneva Global for Philanthropy, donc une organisation qui œuvre en Éthiopie et ailleurs, a mis en place des groupes de sensibilisation des mamans. En leur apprenant à gérer leur budget, à améliorer leurs compétences linguistiques. Et de cette manière, elles gèrent à la fois mieux leur vie quotidienne, leurs activités rémunératrices et comprennent aussi l'intérêt de l'éducation de leurs propres enfants. Donc environnement favorable à l'éducation à travers les familles. Et les enfants, que font-ils ? Alors, l'approche de Luminos depuis 2011, donc Luminos, c'est une fondation en partenariat avec le gouvernement. C'est assez innovant, elle ancre vraiment une pédagogie active dans des approches qui sont plus souples que dans le système classique et a priori qui sont efficaces. Les enfants, par exemple, sont répartis en groupes dans la classe. Certains chantent, d'autres jouent à la marchande ou au marchand pour apprendre à compter et d'autres apprennent la langue locale, l'Afan Oromo, et tenez-vous bien, ils peuvent même évaluer le cours de leur prof. Et alors, donc s'ils ne sont pas contents, ils lui disent ? Ils lui disent de manière évidemment bienveillante. Ouais. Et si la l'appréciation est moyenne, en fait, l'enseignant et les élèves reprennent le cours sur le temps libre. Extraordinaire. Donc on rajoute des cours à un programme qui, je crois, pourtant est assez intense déjà. Déjà très intense, oui, puisque c'est sur 10 mois ce programme, 6 jours par semaine pendant 7 heures. Mais ça vaut vraiment le coup parce que ça marche. Donc déjà, les élèves sont très motivés, les enseignants aussi. Et des études ont été menées, apparemment 90% des élèves... Ouais, et 90% des élèves réintègrent ou intègrent le système classique après être passés par ces programmes. Et donc ça représente combien d'élèves ? Depuis 11 ans, environ 150 000 ont été touchés, 45% de filles, et environ 5 000 enseignants aussi ont été formés et recrutés avant tout pour leur motivation, et ensuite ils sont formés aux méthodes de... Et le recrutement des enseignants, c'est un défi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, il y a un prof pour 55 enfants en Éthiopie. Formidable. Et SASM ? SASM, oui, tout à fait. En 2011, c'était le projet pilote. Aujourd'hui, il y en a dans beaucoup de villes en Éthiopie. Et la Fondation Luminos est aussi présente au Libéria, en Gambie, au Ghana et aussi au Liban. Merci Marie pour ces écoles de la deuxième chance. Alors, je vous disais l'Éthiopie juste avant le début de l'émission, vous disiez, je ne suis pas au courant. Effectivement, ce n'est pas les mêmes que vous, mais au fond, c'est la même philosophie, pédagogie active, motivation. On a retrouvé plein de mots-clés de ce que vous nous aviez dit. Oui, c'est la clé de la reprise de confiance en soi, et de se remettre dans une logique d'apprentissage et une dynamique positive. Nous, ça se fait en partie avec l'alternance et en mobilisant beaucoup de partenaires autour de nous, et notamment les entreprises. Et c'est ça qui est fondamental. Permettre aux jeunes d'accéder, d'avoir une première expérience professionnelle à travers des stages. Et je vous assure que quand ils arrivent en entreprise, les employeurs nous disent « Waouh, ils ont la niaque », et eux ils disent « Waouh, c'est un lieu accueillant, l'entreprise ». Eh bien waouh, c'est vachement bien, les écoles, la deuxième chance. Fallait-il que je la fasse en fin d'émission. Merci beaucoup, merci Marie, merci Jean Serror. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi évidemment à toute l'équipe, au maquillage Laure Audemont, Marine Plantec à la préparation de l'émission qui en régie est aujourd'hui assistée par Aude Chini. Il y a Héloïse Merlin qui s'est occupée du son. La réalisation a été assurée par Théo Boscar. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous aussi en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.